Voilà, j'ai fini, hein, t'inquiète pas. Alors, j'ai passé les questions aux intervenants pour qu'ils les condensent même. Ils vont poser, ils vont dire quelles questions leur ont été posées. Nicolas, tu peux peut-être aussi intervenir, puisqu'il n'y a pas eu de questions directes, mais en réaction à ce que vient de dire Yves. Oui, enfin, bon, je n'ai pas eu tout à fait la même lecture qu'Yves Ternon des deux autres interventions, mais peu importe. Disons que, enfin, comme j'adore cette histoire-là du raconter sur le rabbin, on a tous voilà. Mais non, tu l'as écouté. Voilà. Enfin, disons, j'espère avoir. Disons, je vais être très très bref parce que j'ai pas grand-chose à dire. J'espère juste avoir mis en avant, enfin, mon point de vue, qu'au fond. Ça m'est un peu égal qu'on dise enfin que c'est un génocide ou pas un génocide, la famine en Ukraine. Ce qui compte, c'est le travail d'historien et que je rappelle chaque fois, lorsqu'on parle de ces sujets, que au Kazakhstan, il y a eu beaucoup plus en proportion de gens morts de famine qu'en Ukraine, mais évidemment, c'était par des processus tout à fait différents. Donc, voilà, ce qui compte, c'est l'étude des processus historiques, beaucoup plus que l'histoire des qualifications. Enfin, on est dans deux champs tout à fait différents. Voilà, simplement. Merci. Christian, est-ce que tu peux regrouper peut-être les questions? Moi, j'ai essayé de regrouper les questions, puis répondre un peu à Yves Ternon. Écoutez, il faut être un homme compétent pour avoir l'ampleur de vue que vous avez dite. Et je pense pas être capable, si vous voulez, d'avoir cette espèce de... Oui, je sais bien, mais moi, j'essaye aussi de l'être et simplement de vous dire que j'ai essayé de répondre à la question avec ce que je sais faire. Et autant, si vous voulez, sur les questions de commission du processus, de basculement génocidaire, etc., j'arrive à peu près à maîtriser les sujets. Autant quand il s'agit notamment de l'après, vraiment, il vaut mieux me faire taire pour que je raconte pas de bêtises. Donc ça, je suis désolé de ça, mais c'est comme ça. Bon, les questions que moi j'ai eues, elles sont aux ordres de trois. La première des questions, c'est la question de la morale et du sujet ou de l'objet. Hein, une question qu'on me demande, c'est faut-il démoraliser l'objet d'étude, se garder d'attribuer tout genre de valeur pour une meilleure qualité de la recherche? Moi, je pense que oui. En effet, l'historien n'est pas le juge, l'historien n'est pas le confesseur non plus, et il y a un préalable dans la démarche historique d'essayer de suspendre les jugements de valeur pour mettre en place une véritable démarche. Ça n'empêche pas, si vous voulez, que si je pouvais acheter quelques cordes pour pendre quelques nazis, je le ferais. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein, évidemment. Mais ça me concerne, moi, Christian Ingrao, comme citoyen, et pas moi, comme Christian Ingrao, comme historien. Deuxième question qu'on va poser, la spécificité, la question de la spécificité d'un certain nombre de gestuels ou de pratiques sociales de la Shoah. La question du viol, elle est présente. Hein, bien sûr, le viol est présent dans les grandes séquences de violence en Europe de l'Est notamment. Il n'en reste pas moins que les Allemands croient à cette délicieuse croyance qu'est la télégonie, c'est-à-dire qu'ils pensent que il y a des questions d'imprégnation qui se passent dans des relations sexuelles et que donc un SS qui a des relations sexuelles avec une juive risque fort, si vous voulez, d'avoir été imprégné de la substance germinative juive et donc d'être contaminé. Donc étonnamment, si vous voulez, autant les SS violent à tour de bras les populations slaves, notamment polonaises, autant ils le font beaucoup moins en ce qui concerne les juifs et notamment les femmes juives. Deuxième pratique dont on m'a demandé de parler, c'est la question de l'utilisation de la peau, de la graisse et des cheveux. On est dans ces questions-là sur des trucs qui sont extrêmement compliqués, qui pour certaines choses sont des faits qui sont non avérés. Et sur ces questions, si vous voulez, de la réutilisation de substances corporelles humaines, il faut faire très attention. Les cheveux, ça a été le cas. La graisse, non. La peau, non plus. Les quelques abat-jours que vous avez pu voir dans vos livres d'histoire des années 50 et 60 sont très vraisemblablement des fakes. On les a jamais retrouvés et on sait pas. On piste les photos. On en est là. On piste pas les objets, on piste les photos. Voilà. Troisième et dernière question, et puis après je vous laisse tranquille. C'est la réaction allemande face aux usines de mise à mort. Là encore, la question nécessiterait une bibliothèque entière. Il y a des essais
de la part de citoyens allemands de faire connaître le processus génocidaire en cours et notamment les usines de mort face à l'opinion mondiale. Il y a de multiples nationalités qui ont essayé de le faire, mais il y a aussi des Allemands qui ont essayé de le faire. Le problème, ça sera toujours le même, c'est 5,7 millions de Juifs ont été exterminés en Europe entre 1941 et 1944-45. Il y a des larmes au milieu de l'océan qui ont essayé de prévenir et de dire non, etc., etc. Il n'en reste pas moins que ce génocide a été fondé sur un consentement massif et très profond des sociétés européennes à la Shoah. Voilà, je vous remercie. Oui, alors moi aussi j'ai des questions qui mériteraient des bibliothèques entières. Je ne sais pas comment je vais faire pour répondre à tout ça. Alors, on me demande d'abord comment est-ce qu'on reconnaît les Hutus et les Tutsis. Question classique, ça fait rire Jean-Pierre Chrétien. J'en étais sûre. C'est une longue histoire. Donc, effectivement, je n'ai pas parlé de l'avant, de toute la formation, de cette idéologie raciste et raciale qui a été importée par les colonisateurs et les missionnaires, parce que je pensais que là, justement, on n'était pas dans la singularité du génocide des Tutsis, mais au contraire, dans ce qui rapproche le plus le génocide des Tutsis, du génocide des Arméniens et de la Shoah, puisque cette matrice intellectuelle, c'est celle du racisme biologique du 19e siècle européen, qui est donc importée également au Rwanda. Donc là, on est plutôt, effectivement, dans peut-être pas les analogies, mais en tout cas les éléments de rapprochement, les racines communes des trois génocides du XXe siècle. Donc, je n'en ai pas parlé de cela. Et c'est bien à partir de ces fantasmes raciaux projetés sur les populations rwandaises, donc que les récits des origines ont été forgés. J'ai vraiment pas le temps de développer cette question, mais en tout cas, ce discours a été extrêmement performatif. Il était enseigné dans les écoles, intégré par les élites rwandaises pour des raisons d'opportunité politique sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir. En 1994, pendant le génocide, il y a des cartes d'identité d'abord, voilà, puisque c'est une pratique administrative qui a été introduite de manière progressive à partir des années 30 par la colonisation belge. Donc des cartes d'identité, des statistiques ethniques qui existent dans les préfectures, les communes du pays, et puis aussi tout un répertoire de fantasmes corporels, comme on le connaît aussi pour les Juifs, qui sont censés avoir le nez crochu. Enfin, on a aussi la science a aussi mesuré la taille des crânes des Juifs, etc. Et bien, la même chose s'est produite pour les Tutsis. Et donc, par exemple, aux barrières, pendant le génocide, il est arrivé que des tueurs comptent le nombre de côtes d'une personne qui était soupçonnée d'être Tutsi, puisque les Tutsis étaient censés avoir un nombre de côtes plus élevé que celui que les Hutus. Une dentition différente, parce qu'ils étaient censés boire plus de lait que les autres. Les femmes étaient censées avoir des vergetures sur les cuisses. Enfin bref, il y a toute une grammaire somatique qui a été ravivée par la propagande, et la propagande est aussi le reflet, je pense, des croyances populaires. Il ne faut pas seulement penser que la propagande a imposé des visions aux gens, c'est aussi l'émanation d'un certain nombre de ces fantasmes qui couraient parmi la population. Donc voilà, la carte d'identité et le corps. Voilà, pardon. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous interrompre, mais nous allons poursuivre, faire la suite d'ailleurs sans pause, pour essayer de juste changer de place. Je me fais traiter à côté. Je remercie beaucoup les panélistes. J'avais deux autres questions, mais que je n'ai pas posées. D'une certaine façon, elles étaient juste plus générales, mais qui laissent le débat ouvert aussi peut-être pour la suite le panel suivant, qui est un peu la conférence de clôture. C'était selon la Convention de l'ONU, le transfert des enfants d'un groupe au groupe majoritaire, d'un groupe minoritaire, est qualifié aussi de génocide, et évoquait le cas des générations volées des aborigènes australiens. Donc, est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là, justement, aussi, on en revient à la question de la qualification, et donc je pense que ça sera une question peut-être auquel le panel suivant, parce que c'est beaucoup plus général, pourront éventuellement répondre. Et puis une autre question, c'était la question du négationnisme.
aussi qui court comme un fil conducteur et peut-être de l'impunité au moment peut-être où les faits, enfin, ou dans l'immédiat exécution, enfin bien sûr peut-être pas après la guerre tout de suite, et encore que, donc voilà, c'était les deux autres questions qui étaient posées et qui peut-être reviendront tout à l'heure, où on pourra les redemander aux panélistes suivants.